Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. On est de nouveau ravis de vous retrouver pour ce live Facebook, le dernier de l'année. On va essayer de faire un point un petit peu général. Comme vous savez, la Fondation Vaincre Alzheimer s'attache à financer la recherche d'excellence dans les institutions publiques françaises. Et notre comité scientifique sélectionne les meilleurs programmes pour que nous puissions les financer. Et c'est un de ces programmes que nous voudrions vous proposer aujourd'hui, enfin vous expliquer aujourd'hui, parce qu'on voudrait vraiment pouvoir le financer intégralement, parce que c'est un programme très, très prometteur et qui permettrait vraiment des applications très directes pour les patients. Ce programme porte sur le diagnostic précoce. On sait qu'il faut diagnostiquer précocement la maladie d'Alzheimer pour pouvoir avoir un effet sur la maladie d'Alzheimer. Et c'est un programme qui s'intéresse notamment à ce qu'on appelle l'imagerie médicale. Et je pense que Maïs, ce serait bien que tu fasses un petit point sur ce qu'est l'imagerie médicale par rapport au diagnostic. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que quand on pose un diagnostic, surtout si on a une suspicion de maladie d'Alzheimer, les recommandations elles sont très claires en ce moment. Il faut faire une imagerie cérébrale et le plus souvent c'est une IRM. L'IRM c'est donc l'imagerie par résonance magnétique. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de comment marche une IRM, mais si vous voulez, on vous injecte un produit de contraste qui va permettre de révéler des choses dans le cerveau, des choses qu'on souhaite analyser. Alors, qu'est-ce qu'on recherche en imagerie cérébrale dans le cadre de diagnostic de maladie d'Alzheimer? Alors, tout d'abord, on essaye d'éliminer s'il y a d'autres causes, c'est-à-dire une cause curable, comme par exemple un hématome cérébral ou un méningiome ou des fois une hydrocéphalie. Oui, qui pourrait en fait provoquer des symptômes semblables à ceux de la maladie d'Alzheimer. Qu'on évite, exactement. D'accord. On écarte éventuellement ces causes-là. Ensuite, on va regarder s'il n'y a pas une atteinte au niveau vasculaire, c'est-à-dire essayer de voir s'il n'y a pas des microsaignements, par exemple, qui peuvent aussi provoquer des symptômes de la maladie d'Alzheimer ou des séquelles d'AVC ou des athéromes. Et ça permet vraiment donc de comprendre en fait le développement de ces symptômes. Et ensuite, on va aussi rechercher l'atrophie. Qu'est-ce que l'atrophie? L'atrophie, c'est la diminution en fait du volume, l'atrophie du cerveau qui est évocateur dans la maladie d'Alzheimer. Oui, mais moi, il me semblait que de toute façon, quand on vieillit de manière naturelle, l'âge, l'avancée en âge fait que de toute façon, le cerveau diminue un peu. Et je voudrais bien savoir quelle est la différence entre l'atrophie du cerveau dans la maladie d'Alzheimer et une atrophie naturelle et normale du cerveau dans le vieillissement. Alors c'est vrai, Géraldine, c'est vrai qu'il y a une atrophie cérébrale liée au vieillissement normal, et elle est d'ailleurs plutôt marquée au niveau frontal dans le cerveau, et elle est très peu marquée au niveau de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la région très importante qui joue un rôle crucial dans la mémoire et dans la navigation spatiale. Et dans la maladie d'Alzheimer, les premiers symptômes sont souvent des troubles de la mémoire, ce qu'on appelle de type hippocampique, c'est-à-dire ce sont vraiment des troubles de la mémoire qui sont en rapport avec un problème dans la région de l'hippocampe. Et on sait maintenant que les lésions cérébrales spécifiques de la maladie d'Alzheimer, qui s'appellent les dégénérescences neurofibrillaires, commence à s'accumuler au niveau de cette région de l'hippocampe. Et dans les années 2000, en fait, les chercheurs, donc c'est assez récent, ils ont réussi à distinguer la réduction de la région de l'hippocampe chez les malades d'Alzheimer comparée à des sujets sains. Oui. Et ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on sait que, par exemple, le volume de la région de l'hippocampe chez les malades d'Alzheimer est inférieur de 30% par rapport au volume. Donc il y a une vraie différence entre un vieillissement normal avec une réduction de l'hippocampe normale. Tout à fait. Qui fait qu'effectivement, quand on vieillit, on peut avoir quelques troubles de mémoire aussi. Absolument. Qui sont simplement liés au vieillissement naturel, qui sont pas alarmants. Tout à fait. Et également, ils ont vu qu'il y avait un changement dans la vitesse de réduction. La vitesse de réduction de cette région de l'hippocampe est environ de 4% par an chez les malades d'Alzheimer, alors qu'elle n'est que de 1% au cours du vieillissement normal. Donc l'atrophie est beaucoup plus rapide chez les malades d'Alzheimer. Plus importante et plus rapide.
Et on sait aussi que plus le volume de l'hippocampe diminue, et bien plus on a moins on a de performance de mémoire. Hein. C'est lié directement à nos performances de mémoire. Et donc avec ces mesures-là, et bien les chercheurs aussi sont capables de prédire la conversion des personnes qui ont des troubles cognitifs légers, hein, ce qu'on appelle les MCI, vers un début de maladie d'Alzheimer. Donc on est capable aussi de voir une évolution. Donc ça, c'est vraiment D'accord, important. donc on peut faire quand même la différence effectivement entre le vieillissement normal et une possibilité de développement vers la maladie d'Alzheimer. Donc on est très très en amont de la maladie d'Alzheimer, oui, déjà en imagerie médicale. Absolument. Ouais, oui. Et donc, est-ce qu'on peut quand même dire que cette diminution prononcée, elle est vraiment spécifique à la maladie d'Alzheimer? Alors, elle n'est pas spécifique, oui, tout à fait. Elle n'est pas spécifique de la maladie d'Alzheimer parce qu'on peut la retrouver dans certaines autres démences, comme les démences frontotemporales par exemple, et aussi certaines démences vasculaires. Donc, en fait, elle devient spécifique de la maladie quand il y a d'autres critères en imagerie pris en compte avec cette diminution du volume de l'hippocampe. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut qu'il y ait une certaine symétrie de cette diminution. Et puis, cette progression de la diminution, elle va se faire au cours du temps de façon spécifique. Donc, il y a aussi l'évolution de cette diminution qui va être spécifique de la maladie d'Alzheimer et pas d'une autre démence. Mais on parle donc de diagnostic grâce à l'imagerie médicale, mais est-ce qu'il n'y a que l'IRM qui peut permettre de poser le diagnostic? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que l'IRM, il y a également l'imagerie fonctionnelle qu'on appelle la TEP. La TEP, alors elle peut être utilisée, la TEP, pour mesurer la baisse de la consommation du glucose au niveau du cerveau. Et c'est un reflet en fait de montrer en fait que les neurones ne marchent pas très bien en fait. Hein. Donc ça se présente aussi comme un scanner. Oui, exactement. C'est un scanner. C'est un scanner. Absolument. C'est un scanner, sauf que là dans la TEP on va pas injecter un produit de contraste. Hein. On va avoir d'autres choses, par exemple comme le métabolisme du glucose, mais également on va l'utiliser là avec des traceurs radiomarqués là pour cette fois-ci. Et on va essayer d'analyser les dépôts amyloïdes qui sont spécifiques de la maladie d'Alzheimer, et on appelle ça donc la TEP amyloïde, qui va permettre d'analyser et un peu quantifier les dépôts amyloïdes du vivant des patients malades d'Alzheimer. Mais malheureusement, cette TEP amyloïde, elle est utilisée en recherche clinique, hein, dans des essais cliniques, mais elle n'est pas utilisée en routine en milieu hospitalier. Ah oui, d'accord. C'est uniquement pour la recherche pour les personnes qui bénéficient de cette imagerie. Tout à fait. Mais alors, on sait, alors là tu parles de dépôts amyloïdes, des plaques amyloïdes, mais on sait que les plaques amyloïdes, elles ne sont pas liées aux symptômes. On sait que ce sont les dégénérescences neurofibrillaires, c'est la mort qui provoque la mort des neurones, qui sont liées aux symptômes. Donc, comment est-ce qu'on peut vérifier les dégénérescences neurofibrillaires qui, elles, sont liées aux symptômes avec l'imagerie médicale? Ça, c'est vrai que c'est encore en cours de développement, et c'est vrai que c'est typiquement le but du projet du docteur Lafaille. Oui, c'est ça. C'est pour ça, c'est le projet qu'on voulait présenter du docteur Lafaille. Apparemment, c'est précisément ce qu'il veut mettre en œuvre. Est-ce que tu peux nous présenter peut-être ce projet pour qu'on comprenne l'intérêt de financer ce projet? Oui, c'est vrai que donc Pierre Lafaille travaille, lui, à l'Institut Pasteur à Paris, et il travaille sur les anticorps de camélidés, donc tout ce qui est anticorps de chameau, lama, dromadaire. Et en fait, les camélidés, c'est assez intéressant parce que dans leur sang, ils ont à la fois des anticorps conventionnels qui ont une structure comme ceux qu'on a, mais ils ont également des anticorps beaucoup plus petits qui sont appelés VHH. Et en fait, par leur petite taille, le docteur Lafaille a démontré que ces petits anticorps VHH, ils peuvent donc facilement traverser la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire c'est la barrière physiologique entre le sang et le cerveau. Et donc, parce qu'on sait que c'est quand même une barrière qui protège aussi le cerveau. Ça permet de protéger le cerveau de certaines infections, mais le problème c'est que
c'est difficile, de la passer pour faire passer des traitements. Tout à fait. Ça. Les anticorps conventionnels ont vraiment beaucoup de mal à passer cette barrière parce qu'elle est très protectrice du cerveau. Et donc en collaboration avec le docteur Benoît Delatour, qu'on connaît aussi puisqu'on a financé aussi ces projets. C'est vrai. Notamment, on a financé un projet en 2011. Tout à fait. Et il a mis au point ces anticorps VHH qui sont capables de reconnaître et les dépôts amyloïdes et les dégénérescences neurofibrillaires, les deux lésions cérébrales spécifiques de la maladie d'Alzheimer. Et ces anticorps VHH de l'AMA donc, ils l'ont marqué avec un petit fluorophore, quelque chose de fluorescent, et ils sont naturellement capables de traverser la barrière hémato-encéphalique dans des modèles expérimentaux. Donc, ils peuvent diffuser, ils ont montré qu'ils peuvent diffuser à travers le tissu cérébral et ils peuvent même pénétrer à l'intérieur des neurones. Et du coup, ils peuvent fixer spécifiquement les dégénérescences neurofibrillaires qui sont dans le neurone et les dépôts amyloïdes qui sont à l'extérieur des neurones. Oui, donc en fait, ça, ce sont des résultats, c'est déjà prouvé. Donc, ça prouve que ces anticorps VHH, comme tu l'as dit, sont capables de passer la barrière hémato-encéphalique et donc de permettre d'espérer d'avoir une imagerie médicale du vivant du patient pour pouvoir poser un diagnostic précoce, bien en amont de la maladie. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, dans le projet qu'on finance, vraiment, Pierre Lafaille il va essayer de développer ces anticorps, la VHH de l'AMA, qui vont être couplés à un agent de contraste, pour les rendre visibles en IRM. Et c'est très important parce que l'IRM étant justement une modalité d'imagerie très courante en milieu hospitalier, on va pouvoir rapidement mettre en place ces anticorps magnétiques pour le diagnostic de la maladie chez l'homme. Oui, donc c'est vraiment important. Oui, parce que l'IRM, comme tu le disais tout à l'heure, c'est utilisé dans tous les hôpitaux. Tous les patients peuvent en bénéficier. Donc on n'est pas juste dans les cas d'essais cliniques avec le PET scan, avec toutes ces choses-là. Voilà. Donc à l'avenir, il est vraisemblable que, c'est ce qu'on apprend des chercheurs, c'est qu'il faudra, pour traiter la maladie d'Alzheimer, la traiter vraiment en tout début de maladie. Il faudra qu'on soit très précoce et ça, c'est un espoir concret de se dire que si on détecte précocement la maladie, on pourra administrer des traitements qu'on espère qui arriveront bientôt. On reste très confiant là-dedans. On est persuadé que la recherche va finir par venir à bout de cette maladie. Mais donc il est important, on peut dire qu'il est vraiment important de développer un diagnostic précoce qui n'est pas invasif puisque c'est l'imagerie médicale, tout le monde peut le supporter, c'est pas déroutant, ça ne fait pas mal, c'est important aussi qu'il y ait un confort au niveau du patient dans le diagnostic et de se dire qu'on pourra avoir un diagnostic qui est précis. Et c'est pour ça qu'on est vraiment content et enthousiaste à l'idée de pouvoir financer ce projet de recherche. On a besoin de vous pour le faire. On a besoin de vos dons. Chaque don compte, petit, moyen, grand, un don ça compte. On est en période de fin d'année, c'est des moments où on échange des cadeaux, on échange des vœux, on échange aussi notre volonté d'avoir un avenir meilleur. C'est l'occasion pour vous de faire un don. Sur notre site web, évidemment, votre don est intégralement sécurisé sur le site web. Vous recevez un reçu fiscal immédiatement. Il y a la nouveauté aussi, c'est que vous pouvez faire un don directement sur notre page Facebook. Ça, on est très content de pouvoir bénéficier de cette possibilité pour vous de faire directement un don, évidemment intégralement sécurisé sur notre page Facebook. Sachant que l'intégralité, il n'y a pas de commission, donc l'intégralité de votre don est bien reversée à la Fondation pour accomplir ses missions. Donc on vous invite à être nos premiers donateurs Facebook. Vous aurez cet honneur-là et nous aurons l'honneur de pouvoir financer le programme du docteur Lafaille qui est vraiment enthousiasmant et prometteur pour les patients, pour la recherche aussi, parce que ça va permettre aussi de faire avancer la recherche dans d'autres domaines et évidemment en espérant très rapidement avoir un traitement pour pouvoir
soigner les malades, traiter les malades au plus tôt. Je ne sais pas s'il y avait des questions, ou s'il y avait des éléments à rajouter. Je pense qu'on a bien expliqué le diagnostic en imagerie. On espère que vous serez aussi enthousiastes que nous à l'idée de financer ce projet. On remercie tous ceux qui ont déjà contribué à financer ce projet. On va continuer et on compte sur vous évidemment pour nous aider et pour continuer à collecter les fonds nécessaires pour financer ce type de projet enthousiasmant par des chercheurs de haut vol qui nous enthousiasment, tout simplement. Tout à fait. On vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année à tous. On vous retrouvera en janvier. Ah oui, avec un nouveau projet. Avec certainement un nouveau projet, avec toujours de nouveaux projets, parce que la recherche avance et qu'il faut qu'on continue d'être aux côtés des chercheurs. Bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année. Au revoir.